Bonjour tout le monde, salut, bienvenue en ce mercredi après-midi pour un nouvel épisode de Médiateur at Home. Voilà, ce moment qui vous est proposé par le planétarium de la ville de Vaux-en-Velin. Un moment qui va durer 1 heure environ, hein, comme d'habitude, c'est le format régulier pour nous. Donc on va rester de 16 à 17 heures. Alors vous le savez, hein, le lundi, on se retrouve pour un astronomeur atome avec un ou une scientifique qui nous rejoint. Le vendredi, c'est Camille qui, elle, s'occupe d'inviter un youtubeur ou une youtubeuse pour parler avec lui ou elle d'astronomie et d'autres sujets. Et puis au milieu, entre les deux, eh bien, on a ce médiateur atome où on se retrouve tout seul. Aujourd'hui, c'est moi qui ai le plaisir de rester avec vous. Alors pas pour démarrer, mais pour continuer quelque chose qu'on avait déjà commencé il y a quelques semaines. Alors juste avant de démarrer, je voudrais dire bonjour à Minus, Adrien, mon collègue du planétarium. Bonjour aussi à Jojo, bonjour à Simiesque, salut Boomka, bonjour Space Calling et salut EA82M643IU58. Non mais c'est pas possible. Salut Flims, bonjour Bli, salut Waka. Voilà, on va petit à petit attendre doucement que tout le monde revienne, nous rejoigne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, vous le savez, hein, évidemment, on communique régulièrement dessus. En général, vous savez ce qui vous attend, à quelle sauce vous voulez être mangé. Bonjour, Déléguélata. Eh bien, on va réutiliser une nouvelle fois ce logiciel. Alors, c'est plus qu'un logiciel, c'est un jeu qui s'appelle Kerbal Space Program, un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup trop de temps peut-être, un jeu que j'aime beaucoup, parce que ce jeu c'est justement un mix qui pour moi est assez idéal entre la partie ludique, parce qu'on s'amuse beaucoup effectivement, et puis le fait que ce jeu est quand même très précis, très cohérent, c'est de la simulation, et ça simule parfaitement, alors parfaitement, très très bien en tout cas, tout ce qui concerne la mécanique spatiale. Donc on n'est pas du tout dans Star Wars où il suffit d'allumer son moteur pour aller d'une planète à une autre, voire d'une étoile à une autre. Là, il va falloir le faire comme dans la réalité, et vous allez vous apercevoir que c'est loin d'être aussi simple que simplement d'appuyer sur un bouton pour aller d'un endroit à l'autre dans l'espace. Voilà. Oui, t'as raison Simiesque, on s'amuse, on s'énerve. Alors on s'énerve, c'est typiquement le genre de jeu qu'on appelle aussi die and retry. C'est-à-dire c'est le jeu où on fait quelque chose, on se plante, on meurt. Alors l'avantage dans le jeu, c'est que c'est pas nous qui mourrons, c'est les astronautes qu'on a mis dans la fusée. Mais dès que la fusée explose, très souvent, on comprend très vite pourquoi est-ce qu'on s'est trompé. Ce qui fait qu'on n'a qu'une envie, c'est de revenir, de faire les changements nécessaires, de repartir dans l'espace, de retester. Et ça peut prendre un temps absolument infini. Je me suis retrouvé parfois à des heures indues en train de me dire ah tiens, il y a 3 heures qui sont déjà passées. En jouant à ça. Donc ça peut être un peu frustrant, mais ça motive toujours à aller un cran plus loin pour pouvoir continuer à avancer. Moi, je trouve ça très chouette. Voilà. Et du coup, comme c'est un très bon outil pédagogique aussi, eh bien, on propose de s'en servir aujourd'hui pour comprendre les bases de la mécanique spatiale. Si vous êtes expert de KSP, vous n'avez peut-être pas forcément à apprendre grand-chose. Voilà, par contre, si vous voulez qu'on discute un petit peu de l'espace, eh ben, je trouve que c'est un très bon moyen de le faire. Voilà. Du coup, on va commencer tout de suite. Du coup, on va repartir hop, sur notre petit logiciel KSP qui se trouve ici. Je ne connais que de nom, je n'ai jamais essayé. Alors à une époque, quand le jeu était encore en alpha, en bêta aussi je crois, oui en bêta, il existait une version démo. Une version démo où tu n'avais pas forcément toutes les parties de fusée disponibles, mais tu en avais suffisamment pour te faire une idée avant de pouvoir y jouer. Cette version démo, elle a disparu officiellement.
Voilà, si tu cherches au fin fond des poubelles du net, Jojo, il se peut que tu le trouves, mais je ne crois plus que cette version de démonstration existe. Voilà, en tout cas, tu vas pouvoir voir une partie du jeu parce que on a déjà commencé la dernière fois. La dernière fois, on s'était surtout demandé comment est-ce qu'on fait pour partir du sol pour aller dans l'espace, donc du sol jusqu'à l'orbite. Qu'est-ce que c'est qu'une orbite? On va encore pas mal en reparler aujourd'hui. Maintenant, on va prendre la suite, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse plus à la manière dont on va dans l'espace. Aujourd'hui, on va se demander, une fois qu'on y est, comment est-ce qu'on fait pour bouger, pour se déplacer, donc ce qu'on appelle la mécanique orbitale, comment on passe d'une orbite à une autre. Ça se fait pas n'importe comment, ça se fait pas n'importe où. C'est ça que je vous propose de regarder un petit peu aujourd'hui. Il existe un jeu mobile, Space Flight Simulator, plus simple en 2D. Oui, je l'ai essayé aussi. Il reprend les principes, les grands principes d'une mise en orbite en 2 dimensions, effectivement. Oui, il est intéressant. Il est pas aussi riche que KSP. Alors, il y a d'autres jeux, d'autres logiciels de simulation. Il y en a un qui s'appelle Orbiter, qui est encore plus complexe. Donc il y a plein de simus, il n'y a pas que celui-là. Mais c'est vrai que je trouve que celui-là fait le bon mix entre la partie ludique et la partie scientifique. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de vous en parler un petit peu aujourd'hui. Allez, on va passer le jeu en plein écran parce que je crois que sinon on n'arrive pas bien à lire tout ce qui est écrit en petit. Voilà. Et puis moi je vais basculer du coup sur le jeu et on va commencer. Hop, on va débuter la partie, récupérer donc une partie que j'ai créée pour vous qui s'appelle Mediator at Home, évidemment. Et donc dans cette partie, eh bien, je vous ai chargé un certain nombre de situations. C'est ça qui est intéressant, que j'aime bien aussi dans ce jeu, c'est qu'on peut aussi demander au jeu d'enregistrer une situation à un moment donné. Donc ça me permet moi de préparer en fait, donc de placer 2, 3, 4 fusées en orbite aux endroits où je veux, au moment où je veux, à l'altitude que je désire, et puis hop, je sauve le jeu dans cette situation, ça me permet de les rappeler, et donc de pouvoir étudier rapidement un certain nombre de choses. Voilà, donc là nous sommes toujours sur le plancher des vaches, au KSC, au Kerbal Space Center, voilà, le centre spatial des Kerbal. Ce centre spatial, bien évidemment, il se trouve sur la Terre, alors qui dans le jeu ne s'appelle pas la Terre, qui s'appelle Kerbin, voilà. Nous sommes juste à côté de l'océan, comme à peu près tous les grands centres spatiaux du monde, pas forcément les Chinois, mais en tout cas une majorité des autres, pas les Chinois et les Russes, majorité des autres, puisque, comme on l'avait dit la dernière fois, souvent quand on part, on va incliner la fusée vers l'est pour profiter de l'effet de fronde que la Terre va nous donner, et donc pour pouvoir bénéficier de cette énergie supplémentaire qu'on n'aura pas à dépenser avec du carburant en plus. Et puis, on va se retrouver en orbite. Je vous ai déjà mis un objet en orbite. On va utiliser le radar du centre spatial, et effectivement, comme vous le voyez, eh bien, je vous ai là déjà placé un vaisseau spatial qui se trouve en orbite autour de la Terre. Alors, le centre spatial des Kerbal se trouve ici, c'est le petit drapeau qui est tout blanc là en face de vous. Et puis, on a placé donc ce vaisseau spatial dans lequel se trouve évidemment un petit bonhomme, un petit Kerbal, ou une petite Kerbal, ça dépend. Les astronautes sont, même dans ce jeu, aussi bien masculins que féminins. D'ailleurs, on peut y aller dans ce petit vaisseau si vous voulez. On va y aller tout de suite. Hop. Voilà, on va charger ça. Ce petit vaisseau, voilà, il consiste en une capsule, c'est la capsule qui se trouve ici, et puis ensuite on a principalement les réservoirs de carburant, le moteur donc qui se trouve derrière, qu'on voit bien avec sa belle tuyère qui se trouve ici, des petits panneaux solaires que j'ai rajoutés évidemment, parce que si on n'a pas de panneaux solaires dans le jeu, et au bout d'un moment on n'a plus d'électricité, ce qui peut être légèrement problématique. Et puis dans notre capsule, se trouve notre ami, vous le voyez en bas, tout souriant, fringant, pimpant, c'est Jebedia Kierman, qui se trouve donc à l'intérieur de la capsule, qui est prêt à faire tout ce qu'on lui demande. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va être intéressant là-dedans ? Eh bien, le souci que j'ai ici,
C'est que j'ai envoyé mon vaisseau dans l'espace, très bien, sauf que vous le voyez, mon orbite, ben, elle n'est pas magnifique, elle n'est pas très belle. Elle n'est pas très belle. En général, quand on tourne autour de la Terre, alors pas forcément, mais on va dire en gros, quand on débute, on aime bien avoir une orbite bien circulaire. Là, on n'est pas du tout circulaire, hein, on est ovale. Bah, c'est déjà ça la première chose qu'on va faire. Alors, ce que je dis là, c'est pas juste parce que ça me fait plaisir dans le jeu. C'est souvent ce qui arrive lorsque l'on place des satellites en orbite. Voilà, la toute première orbite, c'est-à-dire dès que le lanceur a lâché le satellite dans l'espace, eh bien cette toute première orbite, elle est rarement une orbite finale. C'est plutôt ce qu'on appelle une orbite de transfert. Donc c'est une orbite qui est un peu moche et qui va permettre ensuite eh bien, de naviguer pour pouvoir se positionner sur l'orbite finale que je veux avoir. Alors cette orbite là, eh bien, c'est une ellipse. Alors ça c'est très important. Il se trouve que lorsque des objets sont en orbite dans l'espace, eh bien, ils ne peuvent pas avoir n'importe quelle forme. On ne peut pas orbiter suivant un triangle ou suivant un carré. L'ensemble des courbes pour lesquelles on peut faire une orbite, eh bien, c'est un ensemble précis de courbes géométriques qu'on appelle des coniques. Voilà. Tiens, bah, je vais vous en parler tout de suite. Très rapidement, on va se faire un petit point maths. Un petit point maths sans calcul, rassurez-vous. Hop, je reviens avec vous ici. Hop. D'ailleurs, je vais en profiter pour lire un petit peu si vous m'avez écrit des choses. Bonjour Encelade. Et salut INS. Voilà. Alors, les différents types d'orbites, je vais vous les montrer. Ils sont ici. Voilà. Donc en fait, quand vous tournez autour d'un corps, soit vous avez une orbite qui est parfaitement circulaire. Alors, celle qu'on a ici au centre, elle n'est pas encore parfaitement circulaire. Si elle était parfaitement circulaire, le point F serait exactement au centre. Voilà, on a un cercle, ou alors l'orbite va se déformer si on donne de l'énergie à notre vaisseau. Eh bien, l'orbite va se déformer pour former une ellipse. Donc c'est la deuxième courbe qui est à côté. Non, pas de paracétamol, t'en fais pas Jojo. Tu vois, j'ai pas fait de chiffres, j'ai rien dit pour l'instant. Et puis si on donne encore plus d'énergie à mon vaisseau, à un moment, si j'accélère beaucoup trop, eh bien je ne tournerai plus autour de mon astre, je me contenterai de partir, de sortir de son attraction et puis d'aller en direction de la Lune, en direction des autres planètes du système solaire. Donc on a des courbes qui sont fermées, c'est le cercle et l'ellipse, et puis on a des courbes qui sont ouvertes, qui sont, dès que l'ellipse s'ouvre, elle devient une parabole, c'est la courbe noire, et puis si on continue encore à donner de l'énergie, eh ben, ce sera une hyperbole. Voilà. Cercle, ellipse, parabole, hyperbole, c'est juste ça dont je vais vous parler. Alors pourquoi est-ce que ça, on appelle ça des coniques, hein? Vous le savez, un cône, c'est ce qu'on utilise pour manger des glaces, hein, c'est pointu en haut, et puis ça a une section circulaire. Alors quel est le rapport entre un cône et puis ce genre de courbe? L'hyperbole, c'est pour manger de l'hypersoupe. Elle est très bonne. Je la connaissais, mais elle est toujours aussi bonne. Pourquoi est-ce que c'est des coniques? Eh bien tout simplement parce que vous pouvez construire ces courbes-là simplement en coupant un cône. Si vous coupez un cône perpendiculairement à l'axe du cône, c'est tout en haut, eh bien vous allez obtenir un cercle. Si vous coupez un cône avec un plan qui est incliné par rapport à l'axe du cône, vous obtenez une ellipse. Si vous coupez votre cône avec un plan qui est parallèle au bord de votre cône, vous obtenez une parabole. Et si vous coupez votre cône n'importe quand avec une inclinaison encore plus élevée, et bien cette fois-ci, vous allez avoir une hyperbole. Donc vous voyez que en fait, toutes ces courbes-là, eh bien, elles peuvent être réunies simplement en coupant un cône avec une inclinaison plus ou moins importante. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des coniques. Voilà, c'était le tout petit point mathématique. Normalement, il n'y en aura plus, je vous le promets. Alors, du coup, on va commencer maintenant à pouvoir jouer avec notre vaisseau. Donc on va revenir, hop, je vais effacer ces petites images là. On va revenir sur KSP en plein écran.
Et puis maintenant, eh bien, on va commencer à faire ce qu'on est censé faire, c'est-à-dire, on l'a dit, notre première mission, ça va être de faire de notre orbite là une orbite bien circulaire autour de la Terre. Alors, notre orbite qu'on voit ici, elle est caractérisée, en première partie, par deux points qui sont très importants. C'est le point qui est le plus proche de la Terre, que vous voyez ici illustré en jaune. Donc ça, c'est le périgée. Alors là, actuellement, au plus près de la Terre, notre vaisseau passe à 140 000 mètres, donc 140 km d'altitude. Et au maximum, il va passer à l'apogée à 849 km d'altitude. Avec le périgée et avec l'apogée, on peut définir relativement bien déjà notre orbite. Comment est-ce que je vais faire une orbite circulaire? Eh bien, simplement en descendant l'apogée ou en montant le périgée, de sorte que lorsque l'un est égal à l'autre, eh bien en fait notre orbite, notre vaisseau sera toujours à la même distance de la Terre lorsque le périgée est égal à l'apogée. Et comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Eh bien, il va falloir allumer les moteurs pour soit accélérer, soit freiner. Alors comment est-ce qu'on accélère? Actuellement, je vais mettre ma fusée dans le bon sens. Alors quand je dis dans le bon sens, je suis en train là de placer ma fusée avec le nez qui est vers l'avant. Quand le nez est vers l'avant, eh bien notre fusée avance dans le même sens que sa vitesse. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le sens prograde. Et puis par contre, on peut aussi déplacer notre vaisseau pour mettre le nez vers l'arrière. Et cette fois-ci, voilà, mettre le moteur à l'avant. Là, on n'est plus dans le sens prograde, on est dans le sens rétrograde, c'est-à-dire qu'on avance à reculons. Et évidemment, si j'allume le moteur dans un sens ou dans l'autre, il ne se passera pas la même chose. Si j'allume mon moteur alors que ma fusée se trouve dans le sens prograde, c'est-à-dire dans le bon sens, entre guillemets, eh bien là, ma fusée, elle va accélérer. Elle avance déjà de la gauche vers la droite, et elle va avancer de plus en plus vite si j'allume mon moteur. Donc je vais lui donner de l'énergie. Je vais augmenter sa vitesse. Si par contre, j'allume mon moteur alors que ma fusée se trouve dans le sens à reculons, donc rétrograde, eh bien là, par contre, la vitesse que je vais donner va s'opposer à la vitesse de ma fusée et je vais freiner. Et c'est comme ça qu'on fait dans l'espace pour soit accélérer dans un sens, soit freiner. C'est vrai que c'est pas évident, hein. Comment est-ce que je fais pour freiner alors que je suis dans le vide, que je peux m'appuyer sur rien du tout, que je peux rien faire? Eh bien, il suffit d'allumer le moteur quand on est la fusée dans un sens ou dans l'autre. Et donc, en accélérant ou en freinant, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui est intéressant avec KSP, c'est qu'on a un petit outil qui nous permet de dire, tenez, par exemple, à cet endroit-là de mon orbite, donc là où je viens de mettre le petit rond, eh bien, imaginons que j'accélère ou que je freine, et regardons ce que deviendrait mon orbite dans ce cas-là. Alors, si j'accélère, je vais prendre le petit outil vert qui est là, et puis je vais le tirer vers l'avant, c'est-à-dire là je suis dans le sens prograde, dans le sens de mon orbite, et si je rajoute de la vitesse, regardez, on va voir une orbite virtuelle en pointillé qui m'indique au fur et à mesure que j'accélère ce que va devenir ma nouvelle orbite. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, ce qu'on voit, c'est que le point où se trouve mon vaisseau, lui, il ne change pas. Donc mon orbite, elle passe toujours par ce point. Par contre, l'autre côté de l'orbite, eh bien, lui, évidemment, va être de plus en plus loin de la Terre, puisque je mets de plus en plus de vitesse, et donc mon orbite va être de plus en plus éloignée. Voilà. Et donc mon apogée va augmenter. Si par contre, sur ce point-là, eh bien, je freine, donc on va utiliser l'autre petite partie, la partie de gauche ici, en sens rétrograde, et bien dans ce cas, mon orbite va se rétrécir, et puis si je freine, si je continue à freiner, et bien vous voyez que mon orbite va petit à petit s'approcher de plus en plus de la Terre. Donc c'est comme ça que je vais contrôler mon orbite en accélérant ou en freinant. On revient du coup sur mon problème qui était d'avoir une orbite circulaire. Alors admettons, on va même se donner un petit peu de difficulté en plus,
on va se dire, vous voyez mon orbite là, au plus près, au périgée, on est à 140 km, au plus loin, on est à 850 km. Moi, j'aimerais avoir une orbite qui soit circulaire, régulière, et entre les deux, à 500 km d'altitude par exemple. Comment est-ce que je fais? Eh bien, il va falloir que mon apogée diminue, et il va falloir que mon périgée augmente. Et bien du coup, on va appliquer exactement ce que je vous avais dit, c'est-à-dire que si je laisse mon vaisseau, là j'accélère un peu le temps, avancer comme ça sur son orbite, en fait, pour circulariser mon orbite, eh bien, il va falloir que je fasse deux opérations. D'abord, lorsque je serai à l'apogée, j'ajoute une manœuvre à l'apogée. On a dit que lorsqu'on est à un point de l'orbite, c'est l'autre point qui bouge quand on accélère ou qu'on freine. Eh bien, à l'apogée, moi je vais augmenter ma vitesse pour que le périgée monte en altitude. Donc si j'augmente ma vitesse, vous voyez, le périgée monte petit à petit, monte, 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 et là je peux calculer précisément la quantité de carburant que je vais devoir utiliser pour pouvoir monter mon périgée à une altitude. 519 km c'est un petit peu trop haut, 507, oui après on n'est pas à 1 km près, hein. Voilà, 498. Voilà, si jamais lorsque mon vaisseau arrive à l'apogée, j'accélère de la bonne quantité, je pourrais augmenter mon périgée jusqu'à une altitude de 500 km. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre d'être à l'apogée, hein. Mon vaisseau continue encore à tourner autour de la Terre, là je vais bientôt passer dans l'ombre de la Terre, c'est-à-dire que je ne vais plus rien voir. Mais à la rigueur, c'est pas grave de plus rien voir, hein. Moi ce qui m'intéresse, c'est juste d'être au bon endroit au bon moment. Donc j'attends que mon vaisseau arrive à l'apogée. Il va arriver là-bas dans 8 minutes. J'accélère un petit peu le temps. Voilà. Et lorsque j'arrive à l'apogée, là il me reste une vingtaine de secondes. Vous voyez tout en bas à droite, on vous indique combien de temps il vous reste. Il me reste encore 15 secondes avant d'allumer les moteurs. Et donc lorsque j'allume mon moteur au bon moment, alors mon vaisseau là il est tout caché, hein. Mon vaisseau il est là. Alors on est dans l'ombre. Lorsque j'allume mon moteur au bon moment, voilà, et bien regardons en direct ce qui se passe sur mon orbite. Vous voyez que mon périgée augmente petit à petit, et lorsqu'il atteint 500 km, alors là on n'a pas tout à fait 100 km, 485 km, donc j'augmente, je rallume mon moteur, hop, j'ai mon périgée maintenant qui est à la bonne altitude. Et maintenant que le périgée est à la bonne altitude, et ben rebelote, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que quand on sera au périgée, ici, eh bien on allumera les moteurs, et cette fois-ci par contre, mon apogée elle est trop haute, hein, je suis à 850 km. Donc quand je serai au périgée, cette fois-ci il ne faudra pas que j'accélère, mais il faudra que je freine pour baisser mon apogée. C'est ce que je suis en train de faire là, hop, je baisse mon apogée, et lorsque mon apogée arrivera aux alentours de 500 km, et bien à ce moment-là, tout sera fait et j'aurai réussi à placer mon vaisseau exactement sur l'orbite que je veux. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à accélérer. Donc vous voyez en bas à droite, en jaune, je sais que je vais atteindre le point que j'ai décidé, donc le périgée, dans 36 minutes et 52 secondes. Et que si je veux baisser mon orbite exactement de la quantité que je veux, et bien en dessous, on m'indique qu'il faudra que j'allume le moteur pendant 3 secondes. Donc ça me permet de prévoir précisément où et quand je vais allumer mon moteur sur mon orbite pour pouvoir lui donner exactement la forme que je veux. Voilà, 36 minutes, on a largement le temps. Évidemment, on ne va pas y aller en temps normal, mais juste avant, je vais juste revenir vers vous pour voir si vous avez des questions ou des remarques. Simi, est-ce qu'il y a un degré précis pour considérer que c'est une ellipse ou une parabole? C'est assez rétrograde. Oui, c'est vrai que le sens, d'ailleurs, le sens rétrograde a plein de sens, mais on l'utilise énormément en mécanique spatiale. Prograde, rétrograde, c'est quand la fusée a le nez dans le sens de sa vitesse ou dans le sens inverse à sa vitesse. Donc c'est un terme qui est technique avant d'être un terme de jugement sur les personnes. Est-ce qu'un vaisseau en orbite terrestre montre toujours la même face à la Terre? Non, pas du tout. De base, mon vaisseau,
il pointe dans une direction quelconque, vers une étoile, et donc il va rester tout le temps dans cette direction, ce qui fait qu'il va, si je lui donne pas de mouvement, de rotation ou quoi que ce soit, mon vaisseau, s'il part immobile, il va rester immobile, c'est-à-dire qu'il va bouger autour de la Terre, mais son nez pointera toujours exactement dans la même direction. Donc si tu veux que ton objet ait toujours un côté qui pointe vers la Terre, il faut non seulement lui donner une orbite, mais en plus lui donner une petite rotation pour que à chaque fois qu'il se déplace, il se tourne de manière à avoir toujours le nez pointé vers la Terre. Donc si tu lui donnes une petite rotation, il accompagnera le mouvement et donc son côté pointera toujours la Terre. C'est ce qui arrive par exemple sur la Station Spatiale Internationale qu'on a en ce moment. Elle a une petite rotation sur elle-même, ce qui fait que les gens qui sont dans l'ISS et qui arrivent vers la cupola, vous savez la cupola c'est la grande fenêtre, eh bien, ça permet à cette fenêtre d'être toujours dirigée vers la Terre, mais on s'assure que ça se soit fait. Voilà. Sinon, si ton objet en orbite, tu le laisses parfaitement immobile sans rotation, eh bien, il va tourner autour de la Terre sans tourner sur lui-même. À part de petites perturbations plus compliquées, mais qui ne sont pas le sujet forcément aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un degré précis pour considérer que c'est une ellipse ou une parabole? Alors je vais revenir sur ce que tu me demandais, Simiesque, parce qu'effectivement c'est le seul petit chiffre qu'il y avait sur les images de tout à l'heure, mais dont je ne voulais pas vous parler immédiatement. Tu remarques effectivement que, tu vois, si tu as un cercle ou une ellipse ou une parabole, eh bien le fait que ça soit un cercle ou une parabole, c'est défini par un chiffre qui s'appelle E. Pourquoi E? C'est parce que ce paramètre, on appelle ça l'excentricité. C'est en gros l'excentricité, mathématiquement, c'est tout simplement un chiffre qui dit à quel point est-ce que tu t'éloignes d'un cercle. Voilà. Donc si ton orbite est un cercle, ton excentricité E, elle vaut 0, puisque tu es un cercle, donc tu ne t'éloignes pas du tout de la forme d'un cercle. Ensuite, une ellipse, eh bien, ça aura une excentricité comprise entre 0 et 1. Une ellipse avec une excentricité de 0,1, elle sera quasiment circulaire. Et puis une ellipse avec une excentricité de 0,9, ce sera très très elliptique. Et dès que cette excentricité elle atteint 1, eh bien là ton ellipse elle s'ouvre, donc ton orbite, tu ne reviendras plus sur la Terre, et là à E égale 1, pile poil, ta courbe c'est une parabole. Et si tu continues à lui donner de l'énergie, ta parabole, elle va s'écarter encore, et à ce moment-là, pour E supérieur à 1, tu vas avoir une hyperbole. Voilà, donc le paramètre, c'est ce qu'on appelle l'excentricité. Il y a plein de moyens de calculer. Quand on fait un petit peu de géométrie, on le fait. Donc on peut calculer l'excentricité d'une ellipse en connaissant par exemple son apogée et son périgée. Il y a une formule qui permet de connaître son excentricité. On peut la connaître aussi en connaissant la distance au centre de la Terre à différents endroits. Donc il y a plein de manières de calculer ce paramètre qui définit précisément à quel point ton orbite est allongée. Voilà. AIS, merci Pierre, c'est le cas de l'ISS. Oui, du coup, l'ISS tourne légèrement sur elle-même pour que, au cours de sa révolution autour de la Terre, elle puisse pointer toujours la même face vers la Terre. Ouais, tout à fait. Je suis arrivé pendant l'explication des coniques, je trouve ça passionnant. Dommage que je découvre la chaîne en plein rush de mémoire. Je repasserai plus tard. Eh ben écoute, Pinoli, avec grand plaisir. Juste pour information, pour tout ce que je suis en train de dire là, donc on est sur Twitch. Ça veut dire que dès que ce live sera terminé tout à l'heure, vous pourrez retrouver cette vidéo et elle sera disponible sur la chaîne Twitch du Planétarium pendant 14 jours dans l'onglet vidéo. Au bout de 14 jours, elle disparaîtra, sauf que chacune des vidéos que je fais, je les enregistre sur mon ordinateur et donc lorsqu'on aura fini tout le projet, eh bien, le Planétarium mettra toutes ces vidéos en replay sur la chaîne YouTube du Planétarium et donc vous pourrez aller les récupérer et les regarder cette fois-ci indéfiniment. Voilà, donc pendant 14 jours elle est dispo sur la chaîne Twitch et après le projet on mettra tout sur la chaîne YouTube du Plané et donc vous pourrez retrouver tout ça. Voilà. Ok, donc voilà, vous voyez, c'était en termes de maths, ça reste encore léger. On n'est pas tombé. Il y a de très très belles formules d'ailleurs pour l'excentricité, mais on a dit qu'on faisait pas trop de maths. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser. En attendant, nous, on va revenir sur KSP parce que notre vaisseau, il a continué à avancer. Vous voyez, tout à l'heure, on était à l'apogée. Maintenant, on n'y est plus du tout. On est parti. Je vais accélérer un peu le temps parce que c'est
Là, il nous faut encore 30 minutes et 39 secondes, ça va être un peu rapide. Donc j'accélère le temps. Alors ça c'est une fonction indispensable dans KSP. Si on ne pouvait pas accélérer le temps pour aller d'un point à un autre, ce serait juste pas possible. Dans KSP, une journée, donc dans la réalité une journée dure 24 heures. Dans KSP, une journée, donc la rotation de cette petite planète qui ressemble à la Terre, dure 6 heures. Voilà, donc évidemment on ne va pas attendre tout ça. Allez, on accélère le temps, il reste plus qu'une minute avant d'arriver au périgée. Voilà, on va vérifier que notre vaisseau est bien en mouvement rétrograde. Donc effectivement, là, je veux freiner, puisque je vous rappelle que mon apogée est trop haute. Donc je me suis bien mis dans le bon sens, dans le sens rétrograde, c'est-à-dire, entre guillemets, passez-moi l'expression, le cul en avant. Et puis maintenant, il reste 40 secondes avant qu'on allume les moteurs. Alors je vais les allumer tout doucement, histoire qu'on voit bien le... Normalement on allume à fond pendant 3 secondes et puis c'est réglé. Là je vais allumer tout doucement, comme ça vous verrez mieux les choses se passer. Allez, 20 secondes, on accélère un petit peu, voilà. Alors on n'est pas à une seconde près là-dedans, donc on peut allumer les moteurs à 10 secondes. Je le fais là maintenant, hop, j'allume le moteur, et regardez, mon orbite est en train de se réduire, mon apogée diminue. 650 km en décroissance, et lorsque mon apogée sera pile poil égal, alors pile poil à quelques kilomètres près, pile poil égal à 500 km, et bien là j'ai fait ce qu'on appelle une circularisation d'orbite. C'est-à-dire que mon périgée est à peu près à 500 km, mon apogée est à peu près aussi à 500 km, à 4 km près, et donc j'ai une orbite qui est parfaitement circulaire autour de la Terre. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait quand on place aussi un certain nombre de satellites qu'on met dans l'espace. On a besoin qu'ils soient toujours à la même hauteur au-dessus de la Terre, et donc c'est comme ça qu'on fait. Donc on démarre avec une orbite elliptique, et en général on s'arrange par exemple pour que l'apogée soit pile poil à la bonne hauteur, comme ça on n'a plus à le régler. Et puis une fois que mon vaisseau est à l'apogée, hop, je pousse, et je monte le périgée, hop, et j'arrive sur mon orbite correcte. Mais vous voyez que c'est quand même un tout petit peu plus complexe que Star Wars. C'est pas j'allume mon moteur, je me mets dans le sens que je veux et je vais dans la bonne direction. Il y a quand même des choses à faire. On ne peut pas allumer le moteur à n'importe quel moment, on ne peut pas l'allumer dans n'importe quelle direction. Et c'est ça qui est quand même très très intéressant. Voilà. Quelle heure est-ce qu'il est ? 16h30. Évidemment, j'aurai pas le temps de faire tout ce que j'avais prévu avec vous. Alors, contrôler ce genre d'orbite, c'est ce qui permet aussi, du coup, de donner à mon vaisseau la trajectoire exacte que je veux. Et donc ça, c'est ce qu'on va aussi utiliser, par exemple, lorsqu'on envoie des vaisseaux spatiaux, des vaisseaux pour envoyer un équipage sur la Station Spatiale Internationale. On va avoir notre vaisseau qui orbite à une certaine altitude, on va avoir la station spatiale qui orbite à une autre altitude, et ensuite tout le jeu va être d'allumer le moteur au bon endroit et au bon moment pour que l'orbite du vaisseau croise l'orbite de la station spatiale, pas à une trop grande vitesse, pour arriver finalement à faire ce qu'on appelle un rendez-vous orbital. Ça c'est quelque chose qui, alors dans le jeu et dans la réalité, c'est l'un des trucs les plus difficiles à faire. C'est vraiment... dans ce jeu, j'ai eu plus de facilité à faire atterrir un vaisseau sur la Lune, qui se trouve là-bas, que au début, en tout cas, quand j'ai commencé, que à faire des rendez-vous orbitaux, parce que ça demande énormément de finesse. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse un rendez-vous orbital ? Ouais, on essaye d'aller sur la station spatiale, ça vous dit ? Alors, bonjour, pourquoi définir une orbite à 500 km ? Parce que c'est juste que là, comme mon périgée était à 100 km et mon apogée à 800, ça me permettait de vous montrer comment bouger l'un et l'autre, donc j'ai choisi un chiffre entre les deux, mais il n'y avait rien de précis en particulier. Après, pour certains satellites, on veut les mettre à une certaine altitude, et donc là on choisit ce qu'on veut. Mais là j'ai choisi 500 comme ça. Voilà. Le pire, je trouve, c'est pour mettre une orbite passant par les pôles. Eh ben écoute, si on a le temps,
On parlera aussi des orbites polaires parce qu'elles sont très intéressantes et très importantes. Évidemment, là, tout ce que je fais, c'est mettre mon vaisseau en orbite autour de l'équateur, ce qu'on appelle une orbite équatoriale, mais on peut aussi le faire tourner au-dessus des pôles, et ces orbites-là n'ont pas du tout la même utilité. Donc, si je parle pas trop et si j'ai le temps, on pourra faire ça. INS me dit, et pas besoin de l'allumer en permanence. Oui, évidemment. Alors, je dis Star Wars, mais c'est à peu près n'importe quel film ou série spatiale, sauf quelques rares comme The Expanse. Par exemple, The Expanse est assez réaliste sur l'utilisation des moteurs. Mais c'est vrai que la plupart du temps, dans tous les films, dès que vous voyez un vaisseau dans l'espace, il a les moteurs allumés. Et vous voyez bien, d'après ce que je vous ai montré, que en réalité, le vaisseau avance très bien sans que le moteur soit allumé. Il avance sur son élan, il a une certaine vitesse, la gravité courbe sa trajectoire, il avance tout seul. En fait, dans la réalité, on n'allume les moteurs que quand on veut changer notre orbite, quand on veut l'agrandir, la diminuer, changer son inclinaison, etc. Mais sinon, les moteurs restent 99% du temps éteints. Voilà. Parce que si vous l'allumez en permanence, en fait vous perdez du carburant, qu'en général vous n'avez pas en grande quantité, pour finalement aller n'importe où. Go pour le rendez-vous orbital. Allez, ok, ça marche. Bonjour, Gibus Fiasco. Je connais cette chaîne. Est-ce qu'il y a une vidéo en replay qui montre comment tu as mis ce vaisseau en orbite? Comme je te disais, cette vidéo, elle est restée 14 jours sur la chaîne Twitch et on l'a pas encore uploadée sur YouTube. Donc on va faire ça très bientôt et tu pourras effectivement la retrouver. Les orbites vont toujours dans le sens de rotation de la Terre ou parfois il est possible de faire des orbites dans l'autre sens. Si ça arrive, c'est dans quel but? Alors, en général, la plupart du temps, c'est vrai qu'on s'arrange pour faire des orbites qui vont dans le même sens que la Terre. Pourquoi? Parce que comme je le disais tout à l'heure, comme la Terre tourne sur elle-même, quand tu lances ta fusée, la Terre te donne déjà une certaine vitesse d'ouest en est. Donc c'est vraiment, à moins de problèmes très particuliers, mais sinon c'est vraiment du gâchis de carburant que d'envoyer ton vaisseau dans l'autre sens, parce que ça veut dire qu'il va falloir que tu utilises du carburant pour annuler la vitesse vers l'est que la Terre t'a donnée, et ensuite, une fois que tu as dépensé tout ça, commencer à partir vers l'ouest. Donc c'est vraiment du gâchis de carburant. Comme la Terre te donne déjà de l'énergie, en général tu la prends, tu la gardes, et tu utilises ton carburant pour faire le reste. Donc c'est vrai que dans l'immense majorité des cas, quand tu fais une orbite équatoriale, c'est toujours une orbite prograde, hein, c'est-à-dire que ton vaisseau va toujours aller dans le même sens que la Terre, ça c'est sûr. Ok, allez, je vous avais prévu un petit rendez-vous orbital, j'espère que je vais y arriver, parce que je vous avoue que ça fait quelques temps que je m'y suis pas réessayé. Hop, on retourne sur KSP, et on va maintenant charger donc une autre scène que j'avais prévue pour vous. Load, et c'était Docking ISS, qui est là. Voilà, hop. Alors, dans cette nouvelle situation, j'ai un vaisseau spatial. Voilà, ça c'est mon nouveau vaisseau spatial. Vous voyez, il a un petit peu changé. Il a changé en quoi? Je lui ai rajouté vraiment tous les éléments qu'il faut pour pouvoir fonctionner. C'est-à-dire que je lui ai rajouté une petite antenne de télécommunication, parce que si vous n'avez pas d'antenne, vous ne communiquez pas avec la Terre, et là ça peut être très problématique. On a des panneaux solaires, voilà, qui sont ici, qui sont allumés. J'ai rajouté des lumières aussi, parce que ça peut être sympa, lorsqu'on s'approche de la station spatiale et qu'on est du côté sombre de la Terre, de pouvoir voir un peu ce qu'on fait. Donc c'est bien de rajouter quelques petites lumières. Et puis surtout, au lieu d'avoir le bout en pointe de mon vaisseau, eh bien, à la place de mon petit parachute en pointe qu'il y avait tout à l'heure, eh bien, j'ai rajouté ici un sas, puisque ce sas va venir se coller au sas de la station spatiale pour pouvoir permettre aux astronautes de passer de l'un à l'autre. Et donc du coup, les plus inquiets d'entre vous me demanderont du coup quand je reviens sur Terre où est-ce que j'ai mis le parachute. Et bien comme le parachute j'ai pas pu le mettre sur l'avant du vaisseau puisqu'il y a un sas, et ben mon parachute il est ici, vous voyez, je l'ai mis sur le côté du vaisseau, donc j'ai mis un parachute latéral et pas un parachute frontal. Voilà, donc ça c'est mon vaisseau. La situation elle est celle-ci, regardez, j'ai mis mon vaisseau, donc mon vaisseau c'est l'orbite bleue.
que j'ai circularisé évidemment à une altitude de 100 km autour de la Terre. Et puis pendant ce temps, eh bien, j'ai sur l'orbite jaune ma station spatiale qui elle est en train de tourner et que je veux atteindre. Donc ça c'est ma situation de départ. Alors quoi faire? Ce qu'il va falloir évidemment c'est qu'à un moment ou à un autre, eh bien, j'augmente mon orbite bleue pour qu'elle croise mon orbite jaune. Voilà. Alors où est-ce que je vais faire ça? Eh bien comme tout à l'heure, je vais demander à mon vaisseau d'imaginer que je fais ma manœuvre à ce point-là par exemple, et puis maintenant il ne me reste plus qu'à donner de la vitesse. Vous voyez de l'autre côté mon orbite, elle monte, l'apogée est de plus en plus élevé, jusqu'à ce que mon orbite imaginaire croise mon orbite de l'ISS. Alors du coup, si jamais j'active mon vaisseau à cet endroit, eh bien je sais que je vais croiser l'orbite de l'ISS. C'est super, mais c'est pas du tout suffisant. Pourquoi? Parce que je vais bien croiser l'orbite de l'ISS, mais est-ce que l'ISS sera là à ce moment-là? Ben en réalité pas du tout. Alors ça vous est indiqué par les deux petites flèches oranges qui sont ici. J'ai une flèche orange là, à gauche, et une flèche orange à droite. Et en fait, ce que ça m'indique, c'est que lorsque je serai ici, eh bien l'ISS, elle sera là. C'est-à-dire que si j'arrive à ce moment-là, mon ISS ne sera pas du tout au bon endroit. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, ça veut dire que simplement j'allume le moteur de mon vaisseau trop tôt ou trop tard. Donc je vais déplacer l'endroit où j'allume mon vaisseau et regarder en haut, eh bien, en fonction de là où j'allume mon vaisseau, eh bien, je vais avoir ma station spatiale et mon vaisseau qui vont être plus ou moins proches. Et je m'aperçois que si j'allume mon moteur exactement ici, et bien là, la séparation entre mes deux vaisseaux, c'est marqué intersect 1, séparation 4,8 km. Donc au plus près, mon vaisseau passera à 4,8 km. Je pense que je peux faire un peu mieux. C'est pour ça que je vais maintenant déplacer une nouvelle fois le point d'allumage de mon vaisseau très très peu. Hop, voilà un tout petit peu. Là j'ai une séparation de 6 km, je vais la déplacer dans l'autre sens. Alors ça se fait un peu par essai-erreur hein, évidemment. Séparation de 4,5 km, 4,2 km, 4,8. Ouais donc on va dire bon à peu près là quoi. Voilà. Là on est pas mal. Si j'allume mon vaisseau à cet endroit là, et bien quand j'arriverai sur l'orbite de l'ISS, je serai à 4 km. 4 km c'est pas mal. Ça permettra de faire quelques manœuvres. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre, alors en bas à droite de l'écran, attendre 14 minutes et 40 secondes pour que mon vaisseau, qui est là-bas à gauche, pour que mon vaisseau fasse un demi-tour autour de la Terre et que j'allume le moteur donc dans 14 minutes. Donc voilà ce que je vais faire, c'est mon objectif. Donc cet outil de pré... Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, j'ai eu un petit souci, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Alors c'est pas grave. En fait j'ai lancé le moteur. Donc du coup c'est pas top. Mais c'est pas grave. J'ai juste misclick comme on dit. Donc il me reste plus maintenant que à accélérer le temps. Mon petit vaisseau sur mon orbite bleue se déplace progressivement. Donc vous voyez là encore, hein, si je veux arriver sur la station spatiale, eh ben, je ne peux pas lancer mon moteur n'importe quand, ni n'importe où, ni dans n'importe quelle direction. Tout ça est extrêmement précis. Et c'est pour ça que quand on va sur l'ISS, eh bien, il y a un certain nombre d'orbites possibles. Alors, il y a une orbite courte qui permet d'arriver sur l'ISS en quelques heures, si on la lance au bon moment, au bon endroit. D'autres orbites qui mettent 1 jour, 2 jours pour y arriver. Mais tout ça est quand même extrêmement contraint. On ne peut vraiment pas faire ce qu'on veut. Allez, je vais faire un allumage dans 40 secondes, 30 secondes, 20 secondes. Voilà. Alors, vous voyez, je reviens ici sur mon vaisseau. La plupart du temps dans KSP, au bout d'un moment, on finit par ne plus jouer avec cette vue-là, parce que dans cette vue-là, j'ai aucune information sur mon orbite. Et on finit finalement par ne plus rester que sur cette vue-là, parce que sur cette orbite, j'ai absolument tout ce dont j'ai besoin pour savoir ce que je peux faire. Donc j'allume mon moteur,
mon orbite est en train de grandir. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Allez, voilà. Mon orbite est en train de grandir. Alors lorsque j'arriverai juste à la fin, je vais arrêter un petit peu. Voilà. Donc là, mon orbite bleue a quasiment la forme, la taille et l'apogée que je voulais. C'est plutôt pas mal. Hop. Et donc je vois que au final, mon vaisseau va passer à 11 km. 11 km, c'est pas top. Je vais pousser encore un tout petit peu. 9 km, 8, 7. Là, j'ai rallumé mon moteur. Alors ça me dépense un peu d'énergie, mais je sais que je passe au plus près de la Terre. 1 km, 0, 700 mètres. Alors là, je suis très bien. Voilà. Ouais, séparation 2 km. 2 km. J'étais bien, et puis j'ai pêché par excès d'orgueil, et du coup, j'aurais pas dû laisser mon moteur s'allumer, ce qui fait que j'arriverai à 2 km de la station. C'est pas très grave. Et du coup, à partir de maintenant, eh ben, j'ai plus qu'à laisser faire la mécanique spatiale, c'est-à-dire que mon vaisseau, quand j'accélère, il avance. Donc là, mon moteur est totalement éteint. Et si j'ai choisi la bonne orbite, eh ben, tout simplement, je vais arriver assez naturellement juste à côté de ma station. Alors assez naturellement, ça ne veut pas dire que tout va bien se passer, parce que vous voyez que si je reste comme ça, eh bien nos deux orbites sont quand même pas les mêmes. Donc je vais arriver au bord de la station, mais je vais pas y rester pendant très longtemps, et aussitôt je vais recommencer à redescendre vers la Terre. Donc il va falloir maintenant eh bien, que je modifie mon orbite pour qu'elle soit exactement la même que l'orbite de la station spatiale, pour pouvoir rester en permanence à côté d'elle. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Vous voyez le petit carré qui se trouve là-bas au fond, c'est la station spatiale. Et cette station spatiale, eh bien, elle est, quand je mets la souris dessus, à 38 km de moi. Donc 38 km, ouais, ça laisse encore un petit peu de marge. Et donc maintenant, l'objectif pour moi, eh bien, ça va être d'essayer de modifier mon orbite pour qu'elle devienne, lorsque j'arriverai à côté de l'ISS, pour que cette orbite, elle devienne exactement la même que l'orbite de l'ISS. Donc je vais avoir un certain nombre de petites manœuvres à faire au fur et à mesure que je m'approche de l'ISS. Je fais une petite pause juste pour vous faire regarder la petite boule qui est en bas. Alors cette petite boule, elle n'est pas évidente à comprendre, mais elle est super importante. En fait, cette petite boule, le rond jaune m'indique ma direction, et le rond rose m'indique la station spatiale que je suis en train de viser. Et donc du coup, ce que je vois ici, c'est que ma direction n'est pas exactement sur la station spatiale. Une bonne manière pour pouvoir être sûr que je vais sur cette station spatiale correctement, eh bien, c'est de faire en sorte que ma direction soit exactement superposée à la direction de ce que je vise. Et donc c'est ce que je vais faire maintenant. En allumant mon moteur légèrement, eh bien, je vais modifier ma direction. Donc vous voyez, c'est le rond jaune qui se déplace. Et donc ma direction se modifiant, j'arrive petit à petit à la mettre exactement sur la direction de l'objet que je vise. Et donc, en faisant ça régulièrement, petit à petit, à différentes étapes, c'est-à-dire à 40 km, puis refaire une petite modification à 20 km, et puis une autre petite à 10, etc., etc., par petites touches successives, sans avoir rien à calculer, eh bien mon orbite bleue va petit à petit se caler sur l'orbite de l'ISS. Voilà, vous voyez qu'on est à 31 km, on va accélérer maintenant un petit peu le temps, et puis je vais refaire une petite manœuvre, disons quand je serai à 20 km de la station. Donc ma station spatiale, 27, 26, 25 km. Alors déjà, vous voyez, à 25 km, vu que je n'ai pas la même orbite que celle de la station, eh bien ma direction a déjà bien dévié par rapport à la direction de l'ISS. Et donc je vais de nouveau allumer mon moteur pour pouvoir caler ma direction sur la position de l'ISS. Donc c'est ce que je suis en train de faire ici. Hop. J'ai allumé mon moteur, hein, vous voyez que mon moteur il agit ici. Hein. Je ne lui donne pas une très très grosse impulsion, mais juste suffisante pour pouvoir
eh bien, corriger légèrement ma vitesse. Donc vous voyez que là, j'ai de nouveau réussi à caler ma vitesse quasiment sur celle de la station spatiale. Je vais continuer un petit peu ici. Voilà. Et donc là, je vais maintenant de nouveau vers l'ISS. Vous voyez que nos deux orbites sont beaucoup plus proches l'une de l'autre. Ça, c'est pas mal. Le souci, c'est que là, j'ai tellement freiné avec mes petites manœuvres que je suis quasiment immobile par rapport à la station spatiale. Alors ça, c'est un petit peu embêtant. C'est le problème de refaire du KSP après un certain temps sans en avoir fait. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est au contraire, je vais avancer vers la station spatiale. Je vais me redonner un petit peu de vitesse. Parce que si je fais pas ça, eh ben, je vais jamais l'atteindre cette station. Donc qu'est-ce qui m'aide? Vous voyez que sur cette boule bleue là, qu'on appelle la navball, eh bien j'ai ma vitesse par rapport à ma cible, c'est marqué target 26,8 mètres par seconde. Donc je sais que là j'avance vers l'ISS à 28 mètres par seconde, ce qui fait que la distance de l'ISS diminue petit à petit. Alors ce processus de petite correction de vitesse, tantôt dans le sens de la station spatiale si je veux accélérer vers elle, tantôt à l'inverse si je veux freiner pour pas la percuter, toutes ces petites manœuvres successives, petit à petit, eh bien, elles ont pour but d'arriver correctement à côté de cette station. J'espère qu'on va y arriver. Je vais accélérer maintenant un petit peu le temps. Alors ça, c'est ce que Thomas Pesquet ne peut pas faire quand il est dans le vaisseau Soyouz. Lui, il est obligé d'attendre l'heure, les 6 heures ou les 2 jours nécessaires avant de faire ces corrections. J'ai fait une orbite qui était très moche. Donc là, du coup, je suis obligé de faire beaucoup plus de corrections de trajectoire que ce que je serais normalement obligé de faire. Mais c'est pas grave. Voilà, on va petit à petit, je rallume un petit peu mon moteur. Ici. En fait, à chaque fois que ma direction n'est pas la même et trop loin de ma cible, je rallume mon moteur pour pouvoir changer ce qu'on appelle mon vecteur vitesse, changer ma direction, et petit à petit vraiment toujours rester en direction de la station. Donc là je suis à 10 km d'elle, c'est pas mal. Il va maintenant falloir commencer à penser à faire demi-tour. Alors, même en marche arrière, je vais pouvoir continuer à modifier ma trajectoire si je veux, mais là il va quand même falloir commencer à penser à freiner parce que on est à 76 mètres par seconde en direction de l'ISS. 76 mètres par seconde, si vous voulez aller en km/h, vous multipliez par 3,6. Donc on est globalement, là on file à 250 km/h, 300 km/h vers l'ISS. Donc c'est bien, mais c'est un petit peu rapide. Voilà, donc je me prépare tout doucement à freiner. Parce que sinon je vais la percuter de plein fouet et ça va bourrer l'orbite avec des quantités de débris et on ne pourra plus jamais mettre des satellites dans l'espace, ce qui n'est pas du tout l'objectif. Voilà, on est à 7 km, je rallume un petit peu le moteur, je vais freiner un petit peu. Voilà, mon moteur, vous voyez que je l'ai rallumé, il est ici comme ça, hop. Donc je freine un petit peu, ça me permet de ne pas aller trop vite. Voilà. Alors lorsqu'on se trouve à 5 km de l'ISS, à quelques dizaines de mètres par seconde, avec la vitesse bien alignée avec la cible, alors là on est vraiment parfait. Nos orbites ne sont pas encore tout à fait les mêmes, c'est normal, elles seront les mêmes lorsque j'arriverai exactement au bord à côté de l'ISS avec une vitesse nulle. Dans ce cas-là, on aura les bonnes vitesses. Ben voilà, on est bien là. 4 km. Alors 60 mètres par seconde, ça va un peu vite. Du coup, je vais rallumer encore un tout petit peu mon moteur. Vous regardez la vitesse écrite en verte sur la navball, elle va baisser. Hop. Voilà, je vais baisser ma vitesse. Alors si ma vitesse baisse, c'est parce que je me suis mis par rapport à l'ISS en mouvement rétrograde, c'est-à-dire que j'avance le moteur en avant et ça me permet, quand je l'allume, de pouvoir diminuer ma vitesse. Voilà, là on arrive à 20 mètres par seconde, c'est beaucoup plus raisonnable. On va s'arrêter à 15 mètres par seconde. Voilà. Nos orbites convergent de plus en plus, c'est parfait. Je suis à 2 km de l'ISS.
tous mes indicateurs sont au vert. Tout se passe bien. Je peux maintenant laisser le temps passer, j'accélère un petit peu. Je vais attendre de me trouver à 1,5 km. Voilà, hop, maintenant, il est temps de faire une nouvelle correction de trajectoire. Alors, ouais, je vais faire une nouvelle correction de trajectoire. Et puis ensuite, alors pour l'instant, mes corrections de trajectoire, je les fais vraiment avec mon moteur principal, que j'allume très très légèrement, un tout petit peu, parce que évidemment, les corrections sont vraiment minimes. Voilà, j'éteins mon moteur. Maintenant, la vitesse est tellement faible et les corrections sont tellement minimes que je ne vais plus utiliser mon moteur principal. Je vais utiliser autre chose. Et je vais vous montrer quoi. Hop, voilà, je suis à 1 km de l'ISS. Maintenant, je vais utiliser, vous voyez les tout petits moteurs qui se trouvent ici, là, que j'ai surligné en vert. Ces tout petits moteurs, ce sont des moteurs que l'on peut allumer dans n'importe quelle direction et qui vont permettre à mon vaisseau soit de tourner sur lui-même, soit d'avancer ou de reculer, mais avec des impulsions très très faibles. Ce qui me permet de faire de toutes petites manœuvres de correction, des manœuvres fines, et c'est ça maintenant que je vais utiliser. Mon moteur principal est trop bourrin pour les corrections fines, donc je passe sur ces tout petits moteurs qu'on appelle des RCS, qui sont des moteurs de contrôle en fait, de contrôle de mon vaisseau. Voilà. J'allume du coup mes RCS et je vais passer donc dans un nouveau mode de contrôle qui va me permettre, voilà, regardez, vous voyez quand je les allume, soit je vais vers le bas, soit je vais vers le haut. Et si vous regardez sur la navball, vous voyez que mon vecteur vitesse, la direction dans laquelle je vais, donc la partie jaune, eh bien je peux très très finement la déplacer pour toujours m'assurer que ma vitesse est exactement dans la direction de l'ISS. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Ah là là, j'ai encore allumé mon moteur sans le faire exprès. C'est une catastrophe. Allez, je tourne mon vaisseau. J'ai allumé mon moteur sans le faire exprès et du coup, je suis en train de m'éloigner de l'ISS parce que j'ai mon petit doigt qui avance, qui s'appuie sur mon clavier et que ça m'embête beaucoup. Allez, je retourne vers mon ISS, voilà. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à laisser le temps faire son œuvre et cette fois-ci m'approcher tout doucement de l'ISS. Alors, évidemment, comme j'ai fait n'importe quoi, il va falloir que j'utilise mes petits moteurs de correction de trajectoire qui sont ici pour remettre ma trajectoire exactement dans la direction de l'ISS qui est comme ça, ici, précisément. Voilà, là je file vers l'ISS à 5 mètres par seconde, c'est pas mal, je vais accélérer le temps. Donc je vais petit à petit m'approcher de l'ISS. Alors je m'y approche, mais ça serait pas mal aussi que je garde la bonne direction. À cause de l'erreur que j'ai fait tout à l'heure, j'ai vraiment des difficultés en fait. C'est-à-dire que l'ISS là actuellement est en train de s'éloigner de nouveau de moi. Simplement parce que comme j'ai allumé le moteur, on n'a plus les mêmes orbites. Vous voyez, ce genre de changement là est très très fin. Il suffit de ne pas avoir la bonne vitesse, mais de quelques dizaines de mètres par seconde, et tout de suite, je risque de louper mon rendez-vous orbital. Donc c'est vraiment des choses qui sont assez fines et qu'il faut vraiment éviter de faire. Je suis ravi de vous avoir montré ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, on s'approche, il ne nous reste plus que 400 mètres avant l'ISS. Je vais maintenant freiner un petit peu. Donc là encore, je peux freiner grâce à mes moteurs de recul. Vous voyez, je les allume et ma vitesse diminue. Je suis à 200 mètres de l'ISS, à 6 mètres par seconde. C'est pas mal. Je la baisse encore à 4 mètres par seconde. Voilà, c'est bien. Ah ouais, l'ISS arrive vraiment très vite. Je vais baisser à 1 mètre par seconde. Voilà, très bien. Je fais une petite correction de trajectoire. Voilà, là je suis dans le bon sens, dans la bonne direction. L'ISS est en vue. Vous avez vu que vraiment les corrections sont...
de toutes petites corrections peuvent aboutir à de très grandes différences dans nos trajectoires. Et c'est pour ça aussi qu'on voit, quand on regarde les vaisseaux spatiaux arriver sur l'ISS, il y a des caméras en direct qui vous montrent tout ça. C'est pour ça que tout ça se passe toujours très très doucement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avancer à une toute petite vitesse, quelques centimètres par seconde, s'assurer que tout se passe bien, que tout est dans le bon sens. Si jamais la moindre erreur est faite, alors si jamais par exemple le moteur principal s'allume, comme je viens de le faire bêtement tout à l'heure, lorsqu'on est à 10 mètres de la station spatiale, c'est des tonnes et des tonnes de matière qui vont aller percuter l'ISS. Donc on est vraiment en train de manipuler des camions-bennes pour se poser à côté d'un œuf. Donc c'est vraiment le genre de mouvement qu'on fait. Vous voyez, on est à côté de ma station. Alors évidemment, pour le jeu, cette station, j'ai été obligé, avant de vous montrer tout ça, de construire la station, d'aller la mettre dans l'espace, de l'assembler en plusieurs morceaux sur une orbite que j'avais définie. Donc ça m'a pris un peu de temps de préparer ce live, mais c'est toujours intéressant à faire. Voilà, je vais dire que mon objectif, c'est l'avant de la station spatiale, là où je vais aller m'arrimer. Et puis, voilà, je suis bien là pour l'instant. Je fais quelques petites corrections, toujours, pour que ma vitesse corresponde à la bonne direction. Voilà. Et là, on est à 66 mètres de la station. Alors, comme il s'agit quand même d'un jeu, alors c'est une simulation, très clairement, on a vraiment les mêmes sensations que celles qu'on peut avoir dans l'espace, on a les mêmes contraintes, on a les mêmes problématiques qu'on résout de la même manière. Il y a quand même 2-3 petites choses qui facilitent un petit peu et qui rendent, qui font que c'est quand même un jeu plus qu'autre chose. Vous allez voir, lorsque mon sas d'amarrage qui est ici va arriver à proximité du sas d'amarrage de la station spatiale, dans le jeu, et ça c'est pas la réalité, c'est pour ça que vous voyez là j'arrive un peu de guingois, j'arrive un peu de côté. En fait ces deux sas vont s'aimanter l'un à l'autre, ce qui se passe pas du tout dans la réalité, il n'y a pas d'aimant qui permet de les coller l'un à l'autre, donc la réalité est encore plus compliquée que ça. Voilà. Il nous reste 26 mètres, nous avançons à 80 cm par seconde dans la bonne direction. C'est pas mal du tout ça, c'est pas mal du tout. Je vais peut-être freiner un petit peu parce que là on arrive encore un peu vite. Allez, on va se mettre à 30 cm par seconde. C'est très bien, 30 cm par seconde. Voilà. On s'approche doucement de la station spatiale. Il reste 11 mètres. Là on avance tellement doucement que les petites corrections font changer beaucoup. Allez, je vais baisser encore à 20 cm par seconde. Petit à petit. Donc là on la voit dans toute sa splendeur, cette magnifique station spatiale, qui ressemble plus à Mir qu'à l'ISS, parce que j'avais pas le temps de construire une ISS complète. Allez, on baisse encore à 10 cm par seconde. Et lorsque les deux sas seront à proximité l'un de l'autre, le bisou va s'effectuer. Ah oui, j'ai oublié d'allumer les lumières aussi. Bon, j'avais pas besoin, on était dans la phase visible. Regardez. Hop. Et cette fois-ci, l'aimantation, c'est fait. Et le jeu a fait que mes deux parties se sont collées. Et je viens enfin de réussir ce docking, donc comme on dit en anglais, qui permet à mon vaisseau d'atteindre l'ISS. Je vais revenir directement sur vous pour voir si vous avez des petites questions à me poser. C'est beau, on a l'impression d'y être, j'aime beaucoup l'image, bravo. Merci Simiesque. Donc voilà un petit peu à quoi servent les modifications d'orbite. Ça sert justement à positionner nos vaisseaux, non seulement à l'altitude où on veut, mais aussi de les y positionner au moment où on veut. Ce qui, dans le cas d'un rendez-vous orbital, est très très important. Voilà. 17h05. Alors je vais juste prendre un tout petit peu de temps. Là, si vous avez encore 5-10 minutes, parce que je voudrais, avant de partir, comme j'ai l'habitude de le faire, tordre le cou à certaines idées que la culture populaire nous a mis dans la tête.
Voilà. Et pour ça, je vais vous poser une question. Oui, on s'en rend pas compte, mais c'est hyper précis. C'est d'une précision folle. C'est pour ça que je vous dis, le docking, c'est l'une des manœuvres les plus compliquées à réaliser, que ce soit en réalité ou que ce soit, dans le jeu. Voilà. La prochaine fois, si on refait pendant ces vacances, on continuera encore. Il y aura d'autres médiateurs atomes ces prochaines semaines, puisque le planétarium est encore fermé, donc on fait encore nos activités en ligne. Du coup, si ça vous dit, j'ai encore des chouettes trucs à vous montrer, donc on se reprendra une nouvelle fois KSP, on verra pour continuer à apprendre un petit peu plus comment est-ce qu'on se déplace dans l'espace. Ouais, donc une dernière chose que je voudrais vous raconter. Alors ça, c'est super important. Je vais revenir... Ah oui, donc une question. Admettons que maintenant, moi je veuille repartir sur Terre. Voilà. Je repars sur Terre. Alors pour repartir sur Terre, hop, je retourne voilà, ici. Pour repartir sur Terre, alors là en fait on est en train d'entrer sur la face sombre de la Terre. C'est assez nul parce que du coup on va rien voir. Donc du coup on va accélérer le temps. Et puis je vais attendre que ma station spatiale ressorte de l'autre côté, du côté éclairé. Parce que sinon on va rien voir et c'est pas cool. Tiens, on va se mettre là par exemple. Hop, le soleil réapparaît, ça y est, on va en faire quelque chose, on attend un peu, ici, voilà, pouf. Donc, et oh, voilà. Je vais maintenant, donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai fait mes recherches scientifiques, j'ai changé d'équipage, et donc mon vaisseau va se séparer de la station spatiale. Maintenant, je veux rentrer sur Terre. Donc je demande undock, donc de se séparer. Voilà. Et là, j'ai une question. Ma question est la suivante. Si je veux rentrer sur Terre, dans quelle direction est-ce qu'il faut que je dirige mon vaisseau pour retourner sur Terre? Je vous donne plusieurs possibilités. Première possibilité, je vais diriger mon vaisseau, ce qui paraît relativement naturel, allez Bill. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, pardon. Hop. Donc première solution, je vais diriger mon vaisseau vers la Terre, comme ça. Hop. Et là, j'allume le moteur. Deuxième solution, je vais plutôt diriger mon vaisseau dans la direction vers l'arrière, donc en direction rétrograde, comme ça. Et j'allume mon moteur. Et puis dernière solution, je vais plutôt orienter mon vaisseau en direction prograde, dans le sens du mouvement, comme ça, et j'allume mon moteur. Donc trois solutions. Est-ce que j'allume mon moteur en direction prograde, en direction rétrograde, ou est-ce que je l'allume en direction de la Terre? Alors, qu'est-ce que vous me dites? Simies va en rétrograde. Waka en rétrograde. Simies change d'avis et voudrait partir vers la Terre. INS fait un gros coup de frein. Encelade veut freiner pour diminuer l'altitude. Ok, yes. La question c'est pourquoi est-ce que vous choisissez ça? Effectivement, Encelade, tu as raison, je vous l'ai montré tout à l'heure. Lorsque on veut baisser l'altitude de mon orbite, de l'autre côté de l'orbite, il faut que je freine. Donc si je veux rentrer sur Terre, il ne faut surtout pas que je me dirige comme ça vers la Terre, il faut que j'aille en sens rétrograde, que je freine pour que mon orbite se rétrécisse et qu'elle atteigne la Terre. Et ça, c'est pas du tout intuitif. Voilà. D'abord vers la Terre pour s'éloigner de la station, puis rétrograde léger. Oui, alors effectivement, il va falloir que je m'éloigne un petit peu de la station, on est d'accord. Mais je vais vous montrer ce qui se passe si, comme dans tous les films, lorsqu'un vaisseau quitte une station spatiale et retourne sur Terre, s'il se met comme ça en direction de la Terre et qu'il allume les moteurs. Eh ben, ça marche pas du tout. Mais pas du tout.
regardez, je vais le faire. Donc là, je vais allumer le moteur et on va regarder sur la partie orbitale ce que devient mon orbite. Et vous allez voir la quantité de carburant que je bousille. Regardez bien, donc, je me mets en direction de la Terre, c'est-à-dire comme ça, et j'allume, donc j'augmente la puissance de mon moteur à fond, voilà, et je regarde ce que devient mon orbite. Donc l'orbite de mon vaisseau, c'est l'orbite bleue. Ça fait déjà 10 secondes que j'ai allumé mon moteur, que je crame une quantité de carburant colossale, et mon orbite, elle s'est un peu inclinée, elle a bougé, mais mon périgée n'est toujours pas suffisamment bas pour que je touche les plus hautes couches de l'atmosphère. Et pendant ce temps, je suis toujours en train de cramer du carburant. Ça ne marche pas. D'accord ? Si vous voulez atteindre la Terre, il ne faut pas vous diriger vers la Terre. C'est complètement débile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais vous le montrer et puis on aura fini pour aujourd'hui. Regardez bien. Donc évidemment, j'avais prévu une certaine situation qui me permettait de vous montrer ça. C'était Undock ISS. Voilà, hop, on va retourner en orbite autour de la Terre. Cette fois-ci, on est toujours donc docké à l'ISS. Voilà. On se sépare de l'ISS. Tac. Voilà. Et maintenant, alors on va s'éloigner un petit peu de l'ISS parce que sinon on va la bousiller, vous avez raison. On va s'éloigner de l'ISS. Voilà. Très bien. Et puis maintenant, comme prévu, donc on va mettre notre vaisseau en sens rétrograde. Donc comme ça. Et en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que pour rentrer sur Terre, eh bien en fait, je vais allumer mon moteur comme ça. Et cette fois-ci, si j'allume mon moteur, vous allez voir la vitesse avec laquelle mon orbite va intersecter la Terre, parce que là je vais vraiment freiner, et je vais freiner fort et dans le bon sens, donc je vais être vraiment optimal. Si j'allume mon moteur, regardez, mon périgée est en train de baisser très très vite. Et en quelques secondes, eh bien, mon vaisseau spatial est sur une orbite dont le périgée est à l'intérieur de l'atmosphère. Ce qui fait que maintenant, eh ben, j'ai plus qu'à arrêter mon moteur. Vous voyez, je l'ai fait fonctionner pendant 10 secondes, pas plus. Et cette fois-ci, je suis sur une orbite parfaite pour venir me cracher sur la Terre. Voilà. Du coup, ben on va terminer juste une fois que je serai dans l'atmosphère terrestre. Donc là, il me reste une dizaine de minutes en temps de jeu avant d'y aller. Le moteur, le carburant, tout ça, c'est plus nécessaire puisque je n'ai plus aucune manœuvre orbitale à faire. Donc je peux me séparer de mon moteur. C'est quand même pratique. Si je veux, hein, je peux le faire. Donc ici, je peux... voilà, hop, je me sépare de mon moteur. Clac, voilà. Ça aussi, ça va pénétrer l'atmosphère, hein, un petit peu plus loin. Et puis moi, je suis sur mon vaisseau, tranquille, ici. Voilà, donc vous voyez que je lui ai mis un petit bouclier thermique sur l'arrière, parce qu'à un moment, ça va chauffer quand on va rentrer dans l'atmosphère. Et donc, eh ben, il me reste plus qu'à attendre un petit peu. Alors, il y a moyen que mes panneaux solaires aussi résistent pas trop au frottement de l'atmosphère quand je vais rentrer. Donc, je peux par exemple réduire mes panneaux solaires. Bon, là, j'avais pas prévu, et puis on s'en fiche. Et donc maintenant, bah, il ne reste plus qu'à accélérer le temps sur ma trajectoire, qui est une trajectoire d'interception. Donc vous voyez que la station spatiale, elle continue à tourner, mon vaisseau spatial est de plus en plus bas, et puis arrivé à un moment, alors dans le jeu, là, sur cette planète, l'atmosphère, sa limite, c'est 70 km. Sur Terre, c'est 100 km, mais dans le jeu, c'est 70 km, c'est comme ça, parce qu'on n'est pas exactement sur la Terre. Donc là, évidemment, je mets mon petit vaisseau avec le bouclier thermique dans la direction de l'atmosphère. Voilà. Et puis ben, maintenant, il n'y a plus qu'à laisser faire le frottement atmosphérique. Donc j'arrive quand même à 2400 mètres par seconde dans l'atmosphère. Donc voilà, vous multipliez par 3, ça fait 7000, 8000 km/h.
Donc même quand on est dans les hautes couches de l'atmosphère, là on est à 54 km d'altitude, c'est marqué tout en haut, et bien ça commence à frotter. Donc vous voyez que le bouclier commence à s'échauffer. On commence à avoir aussi des contraintes très importantes sur les panneaux solaires qui évidemment vont être bousillés. D'ailleurs on le voit, hein, j'ai les petites jauges rouges là qui m'indiquent que mes panneaux solaires sont en train de chauffer beaucoup trop fort par rapport à ce qu'ils devraient et que c'est pas normal. Et le frottement de l'atmosphère est aussi parfaitement simulé dans ce jeu. C'est-à-dire qu'à cette vitesse-là, eh bien, notre vaisseau frotte énormément. Ce frottement crée de la chaleur. Cette chaleur va ioniser l'atmosphère. C'est d'ailleurs pour ça en général que quand les vaisseaux rentrent sur Terre, pendant cette phase-là, on ne peut plus communiquer avec les astronautes qui sont dans le module, tout simplement parce que cette couche d'air ionisé, l'air ionisé, ça y est, on a pété les panneaux solaires, l'air ionisé c'est une matière, c'est un plasma, c'est une matière qui est électrique et qui réfléchit les ondes radio. Donc là en fait notre vaisseau est entouré comme dans la réalité d'une bulle de plasma ionisé qui réfléchit complètement les ondes radio et qui permet pas du tout de communiquer pendant ce moment-là. Notre vitesse est en train de baisser, hein, regardez tout en bas écrit en vert, donc on passe à 1400, 1300 mètres par seconde, 1200 mètres par seconde. Donc voilà, notre vitesse baisse de plus en plus. Alors c'est dommage parce que là on atterrit sur la face sombre de la Terre, donc on ne voit pas le sol qui est en train d'arriver. Et puis, vous voyez, notre vaisseau se trouve maintenant sur une toute petite trajectoire qui le mène ici sur la droite en direction de la Terre. Évidemment, comme là on rentre dans les couches denses de l'atmosphère, ce qu'on appelle la soupe en termes aérospatial, du coup le frottement est beaucoup plus fort, mais du coup notre vitesse est tellement faible maintenant qu'on n'a plus cet échauffement. Cette phase de plasma, c'était la haute atmosphère, maintenant ça s'est arrêté. Et donc là, si on le veut, alors on va le faire, eh ben, on peut demander, alors normalement on le ferait plus tard, mais c'est pas grave, on peut demander de lancer les parachutes, donc déployer le parachute. J'en avais un de ce côté-ci, j'en ai un deuxième de ce côté-là. Voilà, je déploie mes deux parachutes. Et maintenant, eh ben, il ne me reste plus qu'à attendre que mon vaisseau amérisse s'il tombe dans la mer ou atterrisse s'il tombe sur la terre. Et dans ce cas, tout va bien. Voilà. Eh bien, on en a terminé pour aujourd'hui. Voilà un peu comment est-ce qu'on fait pour aller dans l'espace, pour revenir. On a déconstruit un certain nombre de petites idées qui sont très chouettes dans un film. Après, c'est vrai que ça me fait plaisir de râler, mais je râle pour la forme parce qu'en fait j'adore ce genre de film et c'est pas ça qui va gâcher mon plaisir. Mais c'est vrai que quand on parle, c'est bien de toujours arriver à faire la différence entre la réalité et la fiction. Voilà, tu coupes tout et tu laisses faire la gravité, les vaisseaux qui se crachent sur la Terre, on peut pas dire que c'est un réussi. Bah là, tu vas voir que on va pas se cracher. Là, on a les parachutes qui sont lancés. Quand ils arriveront suffisamment bas, ils vont complètement s'ouvrir et on atterrira comme une fleur à l'intérieur dans le jeu. Est-ce qu'il faut faire attention à l'angle de rentrée ou peu importe, carrément, bien évidemment. Si tu reviens de la Lune, par exemple, avec une très grande vitesse et que au lieu de frôler l'atmosphère pour freiner un peu dans les couches supérieures de l'atmosphère, si au lieu de ça tu pars directement perpendiculairement vers la Terre, tu vas arriver tellement vite dans les couches denses de l'atmosphère, le frottement et les contraintes aérodynamiques sur ton vaisseau vont être tellement fortes que ton vaisseau va exploser et qu'après avoir fait toute la jolie aventure lunaire que tu as réussi, eh ben, tu mourras bêtement à quelques dizaines de kilomètres d'altitude juste au-dessus de la Terre parce que justement tu auras pénétré trop vite et trop fort dans les couches denses de l'atmosphère et que les contraintes aérodynamiques auront complètement détruit ton vaisseau. Donc effectivement, c'est pris en compte. Il faut que tu fasses attention quand tu fais baisser ton périgée à l'intérieur de l'atmosphère. Il ne faut pas le faire baisser trop fort, il faut le faire baisser suffisamment pour que l'atmosphère arrive à freiner correctement ton vaisseau, mais pas trop fort, parce que sinon ton vaisseau va complètement être détruit. Donc tout à fait, ça aussi c'est pris en compte dans le jeu, et c'est aussi très important. Voilà, ça y est, regardez, notre parachute s'est déployé complètement. Donc là, on est plus très haut maintenant, au-dessus de la mer, hein, puisque visiblement là on va amérir. On est à 800 mètres. Bah allez, j'accélère un petit peu le temps, j'accélère en 4x. On descend, alors c'est rigolo parce que du coup voilà, on descend alors qu'on est au crépuscule, c'est sympa, c'est joli. Donc on est au milieu de l'océan Pacifique, enfin ce que serait l'océan Pacifique sur une planète extraterrestre. 500 mètres d'altitude, voilà. Eh bien écoutez,
c'est là-dessus que l'on va se séparer pour aujourd'hui. C'était encore une nouvelle fois un grand plaisir pour moi de partager tout ça avec vous. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à revenir donc une dernière fois cette semaine, puisqu'il nous reste vendredi un YouTuber at home avec Camille qui invitera, si je ne m'abuse, Melvac, qui lui a une chaîne YouTube centrée sur les océans et la vie marine. Et évidemment, avec elle, eh bien, on fera un parallèle avec Camille, donc on fera un parallèle entre la vie marine, la vie dans les océans, et peut-être la possibilité de vie extraterrestre. Nous, on a touché sain et sauf notre planète. Merci beaucoup à tous d'être là. Je vous souhaite une très bonne soirée et soyez prudents et restez curieux. À plus tard.